quand on s'est parlé avec Isabelle qui m'a proposé de venir aujourd'hui, l'idée était donc effectivement d'essayer d'appréhender la complexité des enjeux au Proche-Orient. Ils sont nombreux. Je crois que l'actualité est dominée depuis plus d'un an et demi aujourd'hui par le caractère devenu paroxystique d'une guerre coloniale de plusieurs décennies que mène Israël contre la Palestine, c'est-à-dire Gaza, Cisjordanie, Jérusalem, qui a franchi effectivement un seuil inédit, à la fois dans sa durée, dans son degré de violence et dans la destruction profonde de la vie, des moyens de vivre et de l'histoire palestinienne sur son propre territoire, a franchi ce seuil après le 7 octobre et l'attaque du Hamas en territoire israélien contre des militaires et des civils israéliens, ce qui est aussi un crime de guerre, et je pense qu'il est important de le rappeler. Bien évidemment, alors je vais y revenir, hein, je vais vous dire comment. Bien évidemment, ce qui est en train de se jouer en Palestine, avec un effet de seuil qui provoque autre chose que la continuation de la Nakba depuis 1948 en Palestine aujourd'hui. Ce qui s'y joue surdétermine d'une certaine manière les identifications, les préoccupations, les mobilisations aussi des sociétés organisées ou non dans les pays arabes, dans les sociétés arabes et en partie également les politiques des États et leurs propres relations. D'abord, parce que ces guerres débordent au-delà de l'identification, bien sûr, débordent les frontières de la Palestine historique et de l'espace israélo-palestinien. Elles s'étendent au Liban, en Syrie, au Yémen. Elles menacent d'une confrontation globale avec l'Iran. Également parce que l'avenir des Palestiniens n'est évidemment pas sans incidence sur les préoccupations immédiates des pays frontaliers que sont, par exemple, la Jordanie et l'Égypte. Et puis aussi parce que, par rapport aux prétentions d'hégémonie régionale d'Israël, soutenues principalement par les États-Unis, ces prétentions d'hégémonie ne sont pas évidemment sans conséquence sur les rapports entre États dans la région en termes d'alliance ou de conflit. Et même si ce qu'on appelle à tort le conflit israélo-palestinien, qui est en fait véritablement une guerre coloniale, surdétermine ces politiques, la région est aussi confrontée à d'autres enjeux que j'ai essayé de regarder plus précisément. L'enjeu du rapport à la guerre et à la paix, l'enjeu du développement économique, l'enjeu de la place et du rôle du confessionnel, l'enjeu du droit, bien sûr, et du rapport à la démocratie, qui, bien sûr, s'entremêlent étroitement. Alors, je vous propose, si vous êtes d'accord, d'essayer de cerner ensemble 5 points. D'abord, parce que c'est vraiment le cœur de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce qui se joue en Palestine, les enjeux de la politique israélienne et ce qui se joue aussi dans la société israélienne, et la place que cela occupe dans le monde arabe aujourd'hui. La deuxième chose, l'extension du domaine de la guerre. Le troisième point, les ambitions hégémoniques ou au leadership euh, régionaux de certains États dans cette séquence, mais aussi dans ces prétentions et dans ces ambitions, leurs intérêts économiques tels qu'ils les conçoivent. Le quatrième point, où en sont les exigences de démocratie et de justice sociale dans les sociétés arabes et quelle est la place du confessionnel et du religieux dans cette affaire. Et puis, peut-être plus brièvement, le premier point sera le plus long, hein. Donc vous inquiétez pas, les autres seront un peu plus courts. Le cinquième point, c'est le monde arabe dans la confrontation nord-sud. Et en conclusion, j'essaierai de dire 2 mots sur les potentialités et les possibilités d'intervention que nous avons à la fois de et dans l'Union européenne et dans ses États membres, en particulier en France, pour faire prévaloir la fin de la guerre et le droit international dans le respect des revendications des peuples concernés, et en particulier du peuple palestinien, qui est trop souvent ignoré quand on avance des propositions d'avenir. Il faudrait déjà penser au présent, mais au-delà, et à l'urgence du présent, mais au-delà de ça, les propositions d'avenir. Donc la première chose, je ne sais pas si c'est Patrice qui m'a filé. C'est. Non, non, j'ai pris une petite bouteille, merci. La première chose, c'est ce qui concerne donc Palestine-Israël. Euh, L'enfer ou l'exil. En clair, c'est la seule alternative que propose Israël avec le soutien des États-Unis, hein, de Trump, aux Palestiniens, aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie et à Jérusalem. L'enfer ou l'exil. Bon, ici, je pense que parmi nous, chacun et chacune
mesure que tout n'a pas commencé le 7 octobre, loin s'en faut. Donc, je vais éviter de revenir sur l'histoire, hein. Je pense que tout le monde sait que même avant le partage de la Palestine a commencé cette longue et terrible histoire entre Israël et la Palestine, et, y compris que l'exode forcé des Palestiniens a commencé avant la création de l'État d'Israël par les milices devenant des milices israéliennes et avant l'entrée en guerre des pays arabes. Mais concernant ce qui se joue aujourd'hui, je pense qu'il faut d'abord rappeler des chiffres terrifiants. Alors, je ne vais pas revenir sur tout, hein. Je pense que tout le monde lit la presse, et notamment Orient 21. Donc nous avons une représentante ici présente qui est sans doute le meilleur, le seul d'ailleurs, site d'information sur cette région, que je vous invite à regarder régulièrement. Les chiffres sont d'une ampleur absolument hallucinante. On dépasse 55 000 morts officiels, sans compter toutes les personnes qui sont sous les décombres, sans compter tous ceux qui sont morts de maladie ou de faim, sans compter toutes les maladies chroniques qu'on n'arrive pas à soigner parce que le système sanitaire a été détruit. Donc, l'ampleur. Depuis le 2 mars, un peuple à Gaza est soumis à une famine volontaire, à une famine volontaire. Il est affamé, hein. Plus rien ne rentre depuis le 2 mars. Depuis quelques jours, on nous dit que les denrées, la nourriture et l'eau vont pouvoir rentrer, mais en fait, ce ne sont que quelques camions qui arrivent à passer. Tout est soumis à une organisation militaire du passage de ces denrées qui contredisent totalement ce que prône le droit humanitaire, hein, et le droit de la guerre. Et donc, je ne reviens pas sur tout ça, je pense que vous savez. Je pense que chacun mesure aussi ce que ça signifie pour les personnes concernées, d'avoir 55 000 morts dans un pays, d'avoir 17 000 enfants qui sont orphelins, plus même maintenant, sans doute, d'avoir des gamins qui font la queue pendant des heures pour espérer grappiller un peu de quoi à manger pour la semaine. De voir des gosses qui prennent un petit gobelet pour aller fouiller l'eau insalubre dans des flaques pour pouvoir boire, dans des situations où la quasi-totalité de la population de Gaza a été déplacée à de multiples reprises, et où aujourd'hui, y compris les camps de réfugiés qui n'en sont plus, les abris qui n'en ont jamais été, sont bombardés, rebombardés, et l'espace se rétrécit, se rétrécit, se rétrécit, se rétrécit. L'intégralité de ce qui permet de vivre à une société et à des individus a été détruit. Le système sanitaire, les hôpitaux, hein, avec arrestation et torture des médecins, encore aujourd'hui. Les écoles, il n'y a plus d'écoles. Les mosquées, les églises, puisque contrairement à ce que certains veulent laisser entendre, il y avait aussi des églises parmi les plus vieilles du monde d'ailleurs à Gaza. Tout ce qui fait la vie culturelle, sociale, culturelle et l'histoire même d'un peuple est effacé ou tente à être effacé par Israël. Génocide ou pas génocide, évidemment, c'est un génocide, mais au-delà de ça, le génocide est davantage un moyen d'effacement du peuple palestinien que le but en soi. C'est un moyen, c'est l'enfer ou l'exil. C'est ça l'alternative. Et de la même manière, en Cisjordanie et à Gaza, en Cisjordanie où les pogroms se multiplient, ils avaient commencé depuis bien avant le 7 octobre, comme vous le savez. La veille même du 7 octobre, il y avait eu un pogrom dans une des villes palestiniennes de Cisjordanie, important. C'est quoi les pogroms? C'est des colons qui sont suprémacistes et qui ont pris maintenant la majorité politique au sein du bloc des colons, qui organisent la destruction et l'appropriation des terres, des cultures, des maisons, des écoles, des Palestiniens de village en village, et qui les contraignent à des exodes intérieurs forcés. En Cisjordanie, on en est à plus de 40 000 personnes qui ont été exclues de leur camp de réfugiés, en particulier à Jenin et Naplouse dans le nord. Est-ce qu'il s'agit d'éradiquer le Hamas et de ramener les otages comme le prétend Netanyahou? Bien sûr que non. Du reste, les familles des otages elles-mêmes réclament un cessez-le-feu pour mettre un terme à ce que subissent ces otages eux-mêmes, puisque eux-mêmes sont du coup privés de nourriture et autres et subissent les bombardements de la même manière. Est-ce qu'il s'agit d'éradiquer le Hamas? On voit bien que l'enjeu est ailleurs, que le Hamas, qui a été d'ailleurs par ailleurs, qui est un mouvement de résistance, hein, quel que soit le crime de guerre qui a été commis le 7 octobre, euh, a été d'abord aidé dans sa construction et dans son développement par Israël et par Netanyahou en particulier,
qui souhaitait diviser l'OLP, le mouvement de résistance palestinien, en même temps qu'il s'empressait de kidnapper d'emprisonner principalement les militants de la résistance non violente. Euh, et aujourd'hui, l'idée d'éradiquer le Hamas dans les conditions dans lesquelles se fait ce génocide est évidemment impossible. Ne peut naître de telles horreurs que de la radicalité et certainement pas prioritairement une volonté de coexistence. Alors qu'est-ce qu'il veut Netanyahou là-dedans? Un, il veut évidemment sauver sa peau à titre personnel, hein, et en particulier parce que il est allié pour rester au pouvoir. C'est la plus grande, le plus long mandat hein, d'un président en Israël, d'un premier ministre en Israël. Il veut rester au pouvoir. Pour ça, il s'est allié avec l'extrême droite raciste et suprémaciste qui menace de l'isoler si la guerre ne se poursuit pas et si l'annexion de Gaza n'a pas lieu, vidé de sa population. Euh, donc il tient à rester au pouvoir. Il le tient d'autant plus qu'il est accusé de corruption et autres, et aussi d'une politique de sécurité qui a été vaine à Gaza le 7 octobre, et donc, oui, autour de Gaza le 7 octobre, et donc il sait qu'il risque sa peau politiquement s'il quitte le pouvoir et donc s'il arrête la guerre. Et la deuxième chose, c'est effectivement le projet d'annexion de la mer au Jourdain, de la mer au Jourdain, c'est-à-dire sur l'ensemble de la Palestine historique, et si possible au-delà, au Liban et en Syrie. Euh, De ce point de vue, quid de la société israélienne? La société israélienne est plus divisée que ce qu'on croit. Évidemment, le bloc des colons est le plus important, le bloc extrémiste. Il y a en face une forme de résistance à la politique de Netanyahou, mais qui ne construit pas un projet politique, contrairement au bloc des colons. C'est-à-dire que la résistance de certains Israéliens contre cette politique d'extrême droite se concentre principalement contre la concentration des pouvoirs par le pouvoir de Netanyahou, la suppression de la Cour suprême, par exemple, mais évidemment pas contre pour la fin de l'occupation, contre l'occupation et pour un État palestinien, ou en tout cas le droit à l'autodétermination des Palestiniens ou la fin de la colonisation. Elle se concentre aussi, cette mobilisation qui grandit tout en étant extrêmement marginale, contre la pérennité de la guerre et la poursuite de la guerre, notamment au nom à la fois de la vie des otages et des familles des otages, mais également des soldats de plus en plus nombreux, même s'ils restent encore marginaux, hein, de plus en plus nombreux quand même, qui refusent de participer à la poursuite de cette guerre, et en particulier parmi les soldats de réserve, dans une situation où ils ont perdu quand même un an ou des mois entiers de vie économique et de salaire. Quant aux Palestiniens, eux, ils le disent très clairement. Nous ne partirons pas, parce qu'ils ont l'expérience de la Nakba. Nous ne partirons pas. Je crois que c'est la première chose qu'ils disent. Euh, Deuxièmement, revendiquent-ils un État, deux États, un État démocratique qui est avec l'égalité des droits pour tout le monde? Je crois que c'est à eux seuls que la question doit être posée aujourd'hui, compte tenu de ce qu'ils vivent et de décennies d'occupation et de colonisation et de dépossession. Eux, ce qu'ils disent, c'est nous voulons le droit international, c'est-à-dire la fin de l'occupation. D'ailleurs, non seulement c'est les résolutions des Nations Unies, mais c'est ce qui a réaffirmé récemment la Cour internationale de justice, qui a déclaré, à la fin de l'année dernière, juillet en fait, la nécessité de mettre un terme à l'occupation comme une revendication d'application du droit international. C'est ce que revendiquent les Palestiniens. Après, les formes que ça prendra, État binational, deux États, égalité des citoyens, ce seront des modalités de discussion et de négociation qui ne pourront intervenir qu'une fois que l'occupation aura cessé. Et je crois que c'est aussi ce que nous avons à soutenir. Un certain nombre de politiques en France décident de prendre la parole à la place des Palestiniens et de dire il faut deux États, il faut une solution binationale. Je crois que le temps de cela est quelque peu dépassé. Euh, Macron, lorsqu'il organise en juin une conférence pour la reconnaissance de l'État de Palestine, tant mieux, c'est bien. Mieux vaut tard que jamais. Pour autant, et c'est bien, il faut effectivement soutenir cette perspective indispensable aux Palestiniens. Ce n'est pas tout à fait la même chose d'avoir un État reconnu occupé que d'être dans ce qu'on appelle encore, dans un certain nombre de pays qui sont aujourd'hui ultra minoritaires, mais dont la France, des territoires occupés. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Pour autant, la solution étatique ou non étatique appartient aux Palestiniens et à eux seuls. Et je crois qu'il faut arrêter
de prendre la parole à leur place dans une vision néocoloniale du devenir des Palestiniens. Euh, je dis que ça me semble aujourd'hui important. Quid du monde, aujourd'hui de la position du monde arabe sur cet avenir? C'est à la fois une question de politique étrangère pour les pays arabes et une question de politique intérieure. De politique intérieure, parce que pour toutes les sociétés se joue effectivement une identification à la cause palestinienne pour toute une série de raisons culturelles, historiques, de langue, de religion en partie. En tous les cas, il y a cette identification et c'est en ce sens que c'est aussi une question de politique intérieure. Mais euh, ce qui, d'une certaine façon, se joue dans les pays de la ligne de front est marqué par la réalité israélo-palestinienne. Alors, juste, je reviens très très vite, mais ça a été le cas au moment de l'exode forcé de 47-49, et puis ensuite, ça a été le cas du rôle de la Jordanie et de l'Égypte en particulier, mais pas seulement, dans la guerre de 48 contre Israël, après la déclaration euh, d'indépendance de l'État israélien du 14 mai 48. Euh, je rappelle simplement que ces deux pays ont accueilli une grande majorité des réfugiés palestiniens. Longtemps d'ailleurs, la question palestinienne s'est résumée à la question du droit au retour des réfugiés, sans poser la question de la centralité des droits à l'autodétermination et à l'État. Hein. C'est venu ça beaucoup après 73, le Conseil national palestinien de 73, puis après, après la première intifada aussi. Mais au-delà de ça, l'Égypte et la Jordanie se sont partagés les restes de ce qui devait devenir l'État palestinien en 1948. Et la Jordanie en particulier avait créé enfin, le roi Hussein à l'époque, avec Israël, un plan secret de partage du territoire. Et donc c'est pourquoi la Jordanie, qui avait pourtant les plus forts bataillons d'une certaine façon, n'est intervenu que très mollement et a laissé Israël s'emparer d'une superficie territoriale beaucoup plus importante que ce qui était prévu par le plan de partage. La seule ligne rouge, c'était Jérusalem. C'était l'unique ligne rouge. On a vu ce qu'il en est advenu ensuite en 67 avec les territoires perdus par l'Égypte et la Syrie, l'autonomisation de l'OLP. Euh, mais par ailleurs, les spécificités de l'Égypte et de la Syrie, c'est tout cela. C'est aussi de recevoir de nombreux réfugiés encore aujourd'hui et de craindre les conséquences pour leurs États de l'exode forcé que voudrait réitérer, mais massif, aujourd'hui Israël et les États-Unis, des Palestiniens, en particulier de Gaza. Ils le craignent pour des raisons démographiques, pour des raisons d'équilibre religieux, pour des raisons politiques et pour des raisons d'éventuelle déstabilisation des régions en question, en particulier dans le Sinaï, où l'Égypte a mené une guerre très profonde contre les frères musulmans dans le Sinaï toutes les dernières années. Et on sait que le Hamas est lié évidemment aux frères musulmans. Euh, J'ajoute quand même, pour autre chose que l'anecdote, que la Jordanie est aussi... Alors, les deux ont conclu des traités de paix avec Israël. L'Égypte, en 79, hein, à Camp David, c'était des accords de paix avec Israël qui avaient le double inconvénient d'exclure les Palestiniens de la négociation sur leur sort, en leur promettant une autonomie partielle dans les territoires sous occupation, et deuxièmement, d'ouvrir la possibilité de lignes de front supplémentaires à Israël vers le nord, c'est-à-dire d'éliminer l'une des lignes de front possibles au sud. C'est d'ailleurs l'une des raisons officielles, du moins, enfin oui, de l'exclusion officielle de l'Égypte de la Ligue arabe à ce moment-là, pour des raisons, là encore, de politique intérieure des États, des États arabes qui prenaient cette décision. La Jordanie, c'est à peu près la même chose. D'une part, avec Septembre Noir en 1970, où pour des raisons de menace contre la Jordanie par Israël, le roi Hussein a décidé d'éliminer la résistance palestinienne par les armes en Jordanie, d'où le départ à Beyrouth, enfin au Liban. Et puis en 1994, a signé un traité de paix avec, euh, avec Israël. L'Arabie, alors je reviendrai sur ce qui se joue au Liban par ailleurs en évoquant l'extension du domaine de la guerre dont je vous parlais tout à l'heure. Quant à l'Arabie saoudite, elle joue aussi un rôle important sur la situation en Palestine et en posant notamment
la question des conditions d'une éventuelle normalisation avec Israël. Alors, ça a été vrai en 81 et en 2002, hein, avec deux plans, le plan FAD et puis ensuite le plan de 2002, lequel plan prévoyait la reconnaissance et la coexistence de deux États, donc la normalisation avec Israël, dans le cadre de l'échange de la paix contre les territoires. Les choses étaient claires. Pas d'État palestinien, pas de normalisation. État palestinien, droit international, normalisation. Mais le prince héritier a ensuite envisagé de participer au fameux accord d'Abraham, hein, au deal du siècle de Trump, mandat numéro 1, qui normalise les relations d'un certain nombre de pays arabes avec Israël sans aucune condition. C'est le cas du Maroc, c'est le cas du Soudan, etc., etc. Le enjeu enfin pour le prince héritier, une alliance éventuelle avec Israël contre ce qui est désigné alors comme l'ennemi principal, l'Iran, aussi le Yémen, on va dire. Cela étant, non seulement ça n'a pas été possible, parce que l'Iran a quand même menacé pas mal les sites pétroliers euh, saoudiens dès 2015, et tout cela a abouti à un rapprochement sous la médiation, sous l'égide de la Chine. Je pense que peut-être Martine nous en dira un mot plus précis tout à l'heure, mais en avril 2023, après 6 années quand même de rupture diplomatique entre les deux pays, et on en est aujourd'hui un véritable dialogue Iran-Arabie Saoudite qui s'est restructuré en dépit des différences fondamentales et surtout des concurrences hégémoniques entre les deux pays depuis la guerre à Gaza. Alors pourquoi l'Arabie Saoudite se mêle-t-elle de cela? D'abord pour sa propre opinion publique. C'est un pays avec une faible démographie et la majorité, c'est en fait des travailleurs immigrés. Hein. Mais malgré tout, cette opinion compte pour le régime saoudien. D'autre part, les lieux saints, c'est effectivement un aspect extrêmement important. D'où la proposition saoudienne récente concernant Gaza, qui a été formulée à la Ligue arabe et reprise par la Ligue arabe, d'un plan de reconstruction d'abord de Gaza, d'un cessez-le-feu, d'un plan de reconstruction et de reprise de négociations. Mais là encore, la Ligue arabe se mêle de l'avenir des Palestiniens en décidant à leur place que du coup l'autorité nationale palestinienne, donc le Fatah en vérité, reprendrait le pouvoir à Gaza au détriment de Hamas, sans passer par des élections palestiniennes, sans respecter les choix palestiniens concernant leur propre avenir, notamment institutionnel, à Gaza. Donc c'est effectivement important, alors que les Palestiniens, à la fois réfutent l'hégémonie de Hamas, qu'ils ont eux-mêmes élu en 2006, mais réfutent aussi la mainmise de l'autorité palestinienne de Fatah, notamment autour de Fatah, notamment du fait, un, de l'échec des négociations, de la stratégie de négociation, mais deux, surtout, de la coopération sécuritaire entre le Fatah et Israël, en particulier en Cisjordanie, où le pouvoir, l'exécutif palestinien, alors qu'il n'y a pas eu d'élection depuis 2006, où l'exécutif palestinien participe à la répression contre les combattants de Jenin, par exemple, et trois, lui reproche aussi l'absence d'élection et éventuellement une corruption réelle, mais surtout l'absence d'élection. Donc, en dépit de cela, et en dépit de ces propositions et du retrait du processus d'Abraham, en tous les cas temporairement au moins, l'Arabie saoudite maintient quand même ses liens avec Trump. Et vous avez peut-être vu que le 13 mai, là, la semaine dernière, Trump était dans la région et a conclu des accords économiques importants pour l'industrie d'armement en particulier, de plus de 530 milliards de dollars avec l'Arabie saoudite. Deuxième point, ça sera plus court, l'extension du domaine de la guerre. L'extension du domaine de la guerre, enfin, je vais appeler ça comme ça, hein, concerne d'abord le Liban. Alors, le Liban, il faut quand même rappeler que d'abord, c'est l'un des pays qui, avec la Turquie, accueille le plus de réfugiés, notamment des millions de réfugiés palestiniens. Mais c'est aussi l'un des États de la région dont l'indépendance, en 1943, après les mandats, s'est accompagnée d'une constitution fondée non pas sur l'égalité entre les citoyennes et les citoyens, mais sur les appartenances confessionnelles. C'est-à-dire que le Liban s'est construit avec, jusqu'à maintenant, hein, un président chrétien maronite, un premier ministre sunnite,
un chef du Parlement chiite. Et cette division, non seulement a fourni la matrice de la guerre civile qui a sévi au Liban de 75 à 89, pour des raisons en fait politiques, hein. Euh, mais aussi elle a généré la diversité de positions politiques face aux différentes occupations du Liban, notamment par Israël et par la Syrie. Euh, le Liban a conclu en 1989, je rappelle brièvement, mais les accords de Taïf mettant fin à la guerre civile. Mais ce sont des accords d'auto-amnistie des factions qui ont mené la guerre, de répartition des pouvoirs entre elles. Et ça s'est traduit en particulier par un clientélisme communautaire qui a poussé, et donc une situation économique de corruption, de prédation extrêmement catastrophique, qui a poussé la population à revendiquer la fin de ce type de régime. Le slogan, c'était Kullu, c'est-à-dire tous, c'est-à-dire tous, vous dégagez tous, hein. Euh, Ça a été interrompu par le Covid et ça a été interrompu par l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020. Il n'empêche que c'est cette dynamique qui était en jeu au Liban. Ce pays, de la ligne de front, donc, a aussi subi et l'occupation de la Syrie et l'occupation d'Israël. L'occupation d'Israël dès 1978 et qui s'est renouvelée par une occupation militaire beaucoup plus meurtrière à partir de 1982 et jusqu'à 2000, qui visait essentiellement à l'éradication de l'OLP. On sait ce qu'il en est. L'OLP n'a pas été éradiquée. En revanche, l'OLP a été contrainte de se replier loin de la ligne de front, en l'occurrence en Tunisie, jusqu'à 1994. Euh, mais c'est aussi la période de la création des Hezbollah, qui est une milice chiite, alliée de facto à l'Iran, et plus que de facto à l'Iran, alors qu'en en fait, il n'y a pas d'armée réelle au Liban. Il y a eu des forces démocratiques de résistance, il y a eu un PC, enfin une partie du PC libanais qui a résisté énormément aux occupations et notamment à l'occupation israélienne. En revanche, l'État qui a été en partie éradiqué par, là aussi par la répression. En revanche, il n'y a pas de véritable armée. Et c'est donc l'un des enjeux aujourd'hui, notamment dans les bombardements israéliens contre le Hezbollah, qui ont repris en 2024, en septembre. Et malgré le cessez-le-feu qui a été conclu de mémoire, ça doit être le 27 novembre, mais je ne vous affirme pas la date, les bombardements contre le sud Liban et au-delà du sud demeurent quotidiens, en particulier à la veille de ces municipales qui vont avoir lieu là. Alors, la question du monopole des armes et de l'armée par l'État est évidemment posée. C'est évidemment une question importante, mais ce n'est pas la seule question qui est posée à l'État défaillant au Liban, évidemment, hein, mais c'est une question importante. Le président Aoun, face aux menaces israéliennes, dit qu'effectivement, l'accord nécessiterait le désarmement des Hezbollah, mais que ce désarmement ne peut pas se faire au prix d'une guerre civile au Liban et que le temps sera nécessaire pour y parvenir. La Syrie, idem, pays qui subit quotidiennement les bombardements israéliens, enfin en tous les cas, depuis la chute du régime de Bachar al-Assad le 8 décembre dernier. Après 14 années de guerre civile et après plus de 50 ans de règne de la dynastie Assad, prétendument régime baassiste, mais enfin dynastie Assad, qui a laissé un pays exsangue. Euh, et en fait, le pouvoir de Bachar al-Assad s'appuyait sur le soutien de l'Iran par Hezbollah interposé. Euh, il s'appuyait sur l'aide militaire constante de la Russie de Poutine. Euh, et, il s'appuyait aussi au départ sur la libération de nombre de djihadistes qu'il a fait rentrer en Syrie et sur le territoire pour combattre les forces démocratiques qui voulaient la chute du régime. Donc ça, je pense que c'est important de se le rappeler et de mesurer que le degré de répression a amené une militarisation de la résistance de la population civile en Syrie et d'une certaine façon à la victoire des djihadistes. Alors aujourd'hui, le pouvoir de l'organisation islamiste, donc Hayat Tahrir al-Sham, qui est aujourd'hui, qui a pris le pouvoir comme un fruit mûr du fait du retrait des Hezbollah, du fait de la guerre que mène Poutine contre la population et le pays en Ukraine en particulier, euh, le pouvoir est tombé comme un fruit mûr, hein, en fait, très vite, le 8 décembre, en quelques jours.
cette organisation et le nouveau président par intérim, Ahmed Shara, sont aujourd'hui face aux interventions militaires et aux bombardements israéliens extrêmement virulents, violents, au prétexte de la défense des minorités, et en particulier la minorité druze en Syrie. Hein. Donc, vraiment, quand je parle d'extension de la guerre, c'est vraiment ça dont il est question aujourd'hui. On est très loin d'un arrêt de ces bombardements et de ces ambitions territoriales et belliqueuses, pas via la guerre en tous les cas, d'Israël dans cette région. L'extension de la guerre, c'est aussi au Yémen. D'une certaine façon, c'est le cas avec les Houthis au Yémen. Alors, je reviendrai tout à l'heure à propos de l'Arabie Saoudite sur qui sont les Houthis, mais en gros, ils contrôlent un tiers du territoire, la majorité de la population. D'un côté, ils sont une force ultra conservatrice, fort éloigné de tout principe démocratique ou de droit, mais de l'autre, c'est pour ça que tout n'est jamais noir ou blanc, c'est une force qui affirme un soutien concret avec les Palestiniens, en particulier depuis le génocide. Ce soutien a été suspendu de facto pendant les 40 jours de répit lors du cessez-le-feu à Gaza, qui a été interrompu le 18 mars dernier par Israël, interrompu simplement par un petit bombardement qui a fait 400 morts en une nuit. Euh, euh, Ça faisait déjà 2 semaines, remarquez que plus aucun produit n'entrait à Gaza. Mais donc, soutien palestinien qui passe par des tirs, hein, drones, missiles et autres, sur le territoire israélien, jusqu'à Haïfa d'ailleurs, et surtout par la possibilité de contrôle du passage en mer Rouge, par où transite à peu près 20% du trafic maritime mondial, ce qui n'est pas rien. Donc, bombardement américain et anglais et britannique en tous les cas contre les Houthis au Yémen. Là aussi, on est dans une extension de la guerre. Et enfin, l'obsession israélienne, c'est évidemment l'Iran. L'enjeu, c'est le nucléaire iranien, puisque Israël prétend, au nom de sa supériorité militaire absolue, être seul autorisé à posséder le nucléaire militaire, tout en niant le posséder. Je ne reviendrai pas sur les déclarations d'un technicien de Dimona qui a été du centre nucléaire israélien qui a été, du fait de ces déclarations, enlevé en 1986 par les services secrets israéliens et emprisonné pendant des dizaines d'années à l'isolement, etc. etc. Hein. Mais voilà, donc bref, l'enjeu, c'est le nucléaire et le rapport de force militaire dans la région. Euh, le premier mandat de Trump avait abouti à la suspension, enfin à la dénonciation même de l'accord sur le nucléaire iranien qui prévoyait l'arrêt de l'enrichissement de l'uranium en échange de la levée de sanctions. Aujourd'hui, l'Iran est soumis à des sanctions, poursuit son programme nucléaire. Des négociations sont en cours avec Trump, quand même, qui, contrairement à Israël, ne souhaite pas visiblement s'engager dans une guerre et un conflit global dans la région si il s'engageait contre l'Iran. Mais ça suscite une colère monstrueuse de l'appareil militaire et de l'exécutif israélien qui a menacé de bombarder directement l'ensemble des sites militaires iraniens, qui du coup, Téhéran a du coup décidé, en cas de menace sérieuse, de cacher ses activités nucléaires dans des zones non contrôlables par l'ailleurs. Donc voilà où on en est de ce point de vue-là. Troisième point, des interventions spécifiques de certains États, en particulier à ambition hégémonique. C'est le cas de l'Arabie saoudite, de l'Iran, de la Turquie, mais tout cela au prétexte de dissensions confessionnelles, mais avec derrière des intérêts économiques, en particulier concernant non pas la mainmise sur le pétrole, mais les choix internes de l'OPEP, c'était déjà le cas en 91, et également de l'eau. Alors, les interventions, par exemple, de l'Arabie saoudite qui visent un leadership régional sont multiples. C'est le cas contre l'axe dit chiite iranien. Euh, C'est le cas également au Bahreïn. Le printemps arabe de 2011 avait valu une mobilisation importante de la population et de la société de ce pays. Et contre cette révolte très importante, l'Arabie saoudite s'est engagée militairement aux côtés du pouvoir pour que le pays ne tombe pas, selon les termes saoudiens, dans l'axe d'alliance de l'Iran. Et finalement, en fait, Bahreïn et l'Arabie saoudite avaient de toute évidence des intérêts, notamment économiques, communs.
puisque Bahreïn a entamé une politique de diversification économique via finance, tourisme, services à haute valeur ajoutée, etc., qui permet d'envisager l'après-pétrole, s'y intéresse évidemment fortement l'Arabie saoudite. Euh, L'Arabie saoudite s'est également engagée contre le Yémen en soutenant le gouvernement élu contre la révolte des Houthis, eux-mêmes soutenus par l'Iran, le président alors étant un président sunnite. Les seuls résultats de l'Arabie saoudite, ça a été le taux de mortalité de la population, le fait que plusieurs millions de Yéménites sont aujourd'hui en état de famine ou de menaces graves nutritionnelles. Plus d'un million d'entre eux sont victimes du choléra, sans plus aucun moyen pour soigner. C'est-à-dire que ce qui se joue au Yémen et dont on ne parle pas est très grave également, évidemment. Euh, et l'Arabie saoudite a laissé les États-Unis prendre la relève parce qu'ils se sont aperçus du bourbier dans lequel ils étaient rentrés. La guerre de l'Arabie saoudite a duré de 2015 à 2022 et c'est aujourd'hui les États-Unis qui ont pris la relève de cette guerre contre la population yéménite et en particulier en vérité contre les Houthis. Un autre un autre pays qui vise un leadership régional, c'est évidemment l'Iran, qui se présente comme l'axe de la résistance, mais qui n'a d'axe de la résistance que le nom, dans une logique où les ennemis de nos ennemis seraient nos alliés, hein, et où en vérité c'est une logique évidemment complètement perverse et meurtrière. Les ennemis en question étant les États-Unis. Hein. Donc les ennemis des États-Unis sont nos alliés, d'où le soutien notamment par exemple de l'Iran à la Syrie et au régime d'Assad. En même temps, le régime iranien n'est pas plus sympathique et respectueux des droits humains que ne l'était le régime de Bachar. Mais en tout état de cause, on ne peut pas dire que ce soit, contrairement à la propagande iranienne, un soutien de la cause palestinienne. On l'a vu à de multiples reprises. On l'a vu en 1976 au Liban, à Tel el-Zatar, où le camp de réfugiés de Tel el-Zatar, n'étant pas un camp dans la ligne politique de l'Arabie saoudite, oui, de la Syrie du père Assad a fait éradiquer le camp. Idem en 83 à Tripoli avec l'aide de l'Iran. Idem à Yarmouk. Euh, Là, pendant la guerre civile, le camp de réfugiés de Yarmouk, le plus grand camp de réfugiés palestiniens en Syrie, pendant la guerre actuelle. Donc, euh, et d'ailleurs, si le Hezbollah a aidé le pouvoir de Bachar al-Assad, ce n'est pas le cas de Hamas, qui est sur une logique islamiste, mais nationale, et qui s'est retiré euh, de la Syrie de Bachar pendant les dernières années de dictature, c'est-à-dire les années de guerre civile. Idem, les ambitions de la Turquie. La Turquie a aussi une visée régionale. Donc, vous voyez, il y a des pays arabes, mais il n'y a pas que les pays arabes hein, qui ont des visées de leadership régional. La Turquie, on le sait, est un pays allié de l'OTAN, qui en même temps prononce un discours, alors en dents de scie, hein, selon les périodes et selon les intérêts économiques du moment, contre la politique israélienne et contre Israël. On l'a vu notamment après la guerre de 2008-2009 et l'envoi d'une flottille internationale. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2010, le Mavi Marmara, qui est parti dans une flottille internationale. C'était un bateau turc et entrant avec de l'aide humanitaire dans les zones internationales, 9 Turcs ont été assassinés par l'armée israélienne, évidemment dans les eaux internationales. Donc voilà, donc les ambitions turques qui ont aussi à voir évidemment avec les ambitions de la Turquie en termes de souveraineté nationale face aux revendications d'autonomie du peuple kurde et des organisations kurdes en Turquie. Je rappelle juste, hein, les Kurdes représentent, je ne reviens pas sur toute l'histoire du Kurdistan, ça nous prendra encore beaucoup plus de temps, et je ne crois pas qu'on ait le temps maintenant, mais 35 millions d'habitants, 30% d'entre eux sont en Syrie, en Turquie, pardon, excusez-moi, 25% en Irak, 10% en Iran et environ, hein, c'est des chiffres, et à peu près 10% en Syrie. Il est bien évident que ce qui s'est joué aujourd'hui en Syrie, ce qui se joue en Iran, mais surtout aussi ce qui s'est joué en Irak, où à l'issue de la guerre de 91 et surtout de 2003, les Kurdes ont bénéficié d'une autonomie régionale importante, enfin au-delà du 36e parallèle, hein, enfin bon, ça, on s'en fout un peu, mais il y a des inquiétudes
forte de la Turquie face à l'autonomie dont bénéficient les Kurdes, et alors que la Turquie souhaite une totale souveraineté contre les aspirations kurdes, en particulier en Anatolie du sud-est et en Anatolie de l'est oriental. Euh, et le fait, et c'est l'une des raisons d'ailleurs, l'une qui a amené la Turquie à intervenir militairement dans le nord de la Syrie, donc à la frontière, en particulier contre le Rojava et contre les velléités kurdes. Et c'est aussi ce qui amène le gouvernement turc aujourd'hui à envisager des négociations avec un PKK qui s'auto-dissoudrait à la demande de Öcalan, qui est en prison depuis maintenant de nombreuses années. Alors, mais en fait, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais je voudrais simplement mettre en lumière le fait qu'il y a derrière tout ça aussi, et contrairement au discours confessionnaliste, euh, chiites contre sunnites, etc., il y a aussi des enjeux économiques très profonds, notamment par rapport aux ressources et à l'utilisation des ressources et à leur gestion. Par exemple, au sein de l'OPEP, il y a d'un côté les pays de la rente, c'est les monarchies du Golfe, qui sont des pays très riches, avec une faible densité de population, énormément de travailleurs immigrés, et qui ont, eux, un rôle clé, évidemment, dans la fixation des prix du pétrole. Et puis, il y a à l'inverse des pays plus peuplés, c'est par exemple l'Irak, l'Iran, et dans une moindre mesure la Syrie, qui ont une autre logique quant aux bénéfices à tirer de la vente du pétrole. Et puis, il y a aussi les États dépourvus de ce type de richesse, je pense en particulier à l'Égypte, à la Jordanie, au Liban, etc. Donc, il y a ces dissensions au sein de l'OPEP. De la même façon, de ce fait, il y a eu la création de Conseil de coopération du Golfe en, je sais plus, en 81, avec l'Arabie Saoudite, Bahreïn, le Qatar, Oman, les Émirats Arabes Unis, etc. Et face à cela, s'est constitué quelques années plus tard, en 89, le Conseil de coopération arabe, avec l'Irak, l'Égypte, la Jordanie et le Yémen. Donc il y a ce type de dissension-là, dont on parle beaucoup plus rarement, mais qui est au moins aussi important. Euh, Idem sur les questions de la gestion de l'eau. Israël versus Palestine, Liban, Syrie, avec le Litanie et l'écoulement des eaux, et la Jordanie, j'ai dit, je ne sais plus. La Turquie par rapport aux eaux de Syrie et d'Irak. Il y a les enjeux du gaz aussi, des ressources de gaz, dont on a découvert des sources, en particulier à côté des côtes de Gaza. Voilà. Je ne reviens pas sur plus précisément, mais ça me semble des lignes de force non négligeables, quoi. Alors ensuite, quatrième point, les aspects démocratiques et la place du confessionnel. En 2011, alors tous les analystes imaginaient la situation sclérosée dans la région, on a vu les sociétés des pays arabes, les unes après les autres, se mobiliser dans ce qu'on a appelé les printemps arabes, avec des revendications touchant les questions de démocratie face à des régimes autoritaires et tortionnaires et népotistes, et les questions de prédation économique au détriment du développement des populations, au détriment évidemment de la justice sociale, mais aussi du développement d'un certain nombre de régions. Par exemple, en Tunisie, seules les régions côtières étaient développées et l'intérieur du pays, pas du tout. On a vu une espèce d'unité des populations, au-delà de toute revendication de type confessionnel. Alors, face à ça, il y a eu une reprise en main, soit immédiate, avec une répression durable et violente, comme en Syrie, hein, j'y reviens pas, soit une reprise en main plus tardive, mais également féroce, comme en Égypte et en Tunisie, par exemple, aujourd'hui. Et je vous rappelle, pour ceux qui auraient zappé, que les militants des droits humains en Tunisie sont aujourd'hui dans des conditions d'arrestation, de torture et autres absolument lamentables. Alors, deuxièmement, pourquoi l'émergence de l'islam politique? Moi, je vois au moins 5 choses. D'abord, l'échec du modèle socialiste patent, l'échec du nationalisme arabe et l'échec du panarabisme, qui ont suscité la revendication d'autres formes d'organisation. 2, l'exemple iranien de 79. 3, l'effet de la guerre en Irak. Alors pourquoi l'effet de la guerre en Irak? Parce que la guerre en Irak, et en particulier en 2003, c'est-à-dire les chars, hein, en gros, au nom de la démocratie et de la chute de Saddam Hussein, contre laquelle Villepin s'était déjà mobilisé comme il le fait aujourd'hui pour Gaza, hein, entre parenthèses. S'il n'y a pas de candidat à gauche, je voterai Villepin. Euh, euh, le- oui, ça a constitué, cette guerre a d'une certaine façon renvoyé au modèle israélien en confessionnalisant l'Irak. C'est-à-dire que non seulement la guerre a été meurtrière,
destructrice d'une économie. Alors, personne ne regrette le départ de Saddam Hussein, hein, entendons-nous bien. Mais cette guerre a été destructrice, meurtrière. Il n'y a eu évidemment aucun procès contre Saddam Hussein réel. Et surtout, elle a confessionnalisé le pays selon la même logique que ce qui s'est joué au Liban en 1943. Hein. Une confessionnalisation qui, au-delà du non-multilatéralisme américain et de ses alliés, contrairement à 91, hein, en 91, après l'invasion du Koweït par l'Irak, l'intégralité des pays arabes, à l'exception de la Jordanie, ont participé de la coalition. Là, ce n'est pas le cas. Là, ce n'est pas le cas. Le pays est détruit et divisé sur des bases confessionnelles, ce qui, par ricochet, légitime a posteriori la vision confessionnaliste et ethnico-confessionnelle d'Israël dans la région. Donc, 3, l'effet de la guerre en Irak. 4, il s'agit évidemment aussi de dérivatifs par rapport aux questions sociales, mais en fait avec des vraies préoccupations sociales. Hein. Les chiites, par exemple, ont été longtemps dans un certain nombre de pays, en Iran aussi d'ailleurs, avant le régime actuel, et en Irak en particulier, ont été longtemps des majorités minorisées, politiquement, économiquement, socialement, etc. Et cinquièmement, des prétextes d'État à d'autres ambitions, l'Arabie saoudite et ses alliés, versus l'axe prétendu de la résistance autour de l'Iran. Dans ce contexte, petite question, la Syrie est-elle, c'est une petite question, hein, la Syrie est-elle en train de devenir un État démocratique? Alors, la chute du régime, j'en ai parlé tout à l'heure, le régime actuel, hein, qui se veut transitoire, qui intègre une femme au gouvernement. Alors c'est mieux que zéro, hein, vous direz, mais c'est une femme sur 23 ministres de mémoire, a intérêt d'une certaine façon à un processus de démocratisation. Mais autant il est important de se réjouir, effectivement, avec nos amis syriens, de la chute de la dictature, autant l'avenir n'est pas écrit concernant la Syrie et concernant la politique que mènera Ahmad al-Shara, aujourd'hui donc président transitoire. Mais en tous les cas, ce qui se mesurera, c'est le respect de la citoyenneté, c'est-à-dire de l'égalité des droits des citoyens et des citoyennes, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur confession, qu'il s'agisse de femmes ou d'hommes, et dans une perspective d'alternance possible, la démocratie ne pouvant pas se passer de l'alternance possible. On n'est qu'au début d'un processus où rien n'est écrit, mais où les Syriens ont fait quand même la démonstration pendant les 14 ans de guerre à leur encontre euh, de leur capacité de mobilisation malgré la répression. Alors, cinquième point, et après je conclurai, comment se situe dès lors le monde arabe dans l'opposition et la confrontation nord-sud? Bon, je ne vais pas revenir sur un bref rappel que j'avais prévu sur l'importance de la région, notamment, bien avant déjà, mais depuis 1945 et dans le cadre de la guerre froide, avec un enjeu géographique, politique, économique aussi, et notamment commercial, voie de passage, transition entre des continents, et militaro-industriel, important pendant toute la guerre froide. On connaît la période de la guerre froide où le Proche-Orient demeure un enjeu extrêmement important pour les puissances qui s'y font la guerre par peuple interposé d'une certaine façon. Donc c'est un enjeu de guerre chaude, cette guerre froide au Proche-Orient. Euh, après la décadence, on va dire, dans la région du moins des puissances coloniales de l'époque des mandats, la France et le Royaume-Uni, qui sont affaiblis considérablement après 1945, qui vivent des colonisations, je passe sur Guelma, Sétif et Kerata, mais et qui sont durablement évincés après la crise de Suez de 1956, le Proche-Orient devient un espace d'affrontement direct entre les deux blocs, d'une certaine façon. Les États-Unis visent les réserves de pétrole, l'accès à la Méditerranée et aux routes commerciales, l'endiguement de l'influence soviétique. Un deal est conclu avec Ibn Saoud, donc Arabie Saoudite, dès 1945. C'est le pacte du Quincy, c'est-à-dire un pacte permettant l'implantation militaire des États-Unis. Ce sera une de leurs constantes, d'ailleurs, durant toutes ces décennies en Arabie Saoudite. C'est l'intégration de la Turquie à l'OTAN en 1952. C'est les liens particuliers avec l'Iran avant la chute du Shah. C'est le pacte de Bagdad de 1955 avec
un bloc de défense occidentale comprenant l'Irak, l'Iran de l'époque, Bahreïn, le Royaume-Uni, la Turquie autour des États-Unis, alors que l'Union soviétique, qui a été le premier soutien à la constitution d'Israël et au sionisme, notamment via les ventes d'armes par la Tchécoslovaquie, hein, au pouvoir naissant, la politique des blocs l'amène à se rapprocher d'un certain nombre de régimes arabes, notamment l'Égypte de Nasser, euh, les États baassistes, c'est-à-dire l'Irak et la Syrie, etc., au nom, entre autres, de la sécurité à ses frontières face à l'endiguement américain. Ce sera la même chose qui l'amènera à mener la guerre contre les Moudjahidines en Afghanistan de 79 à 89, alors que les forces djihadistes étaient à l'époque soutenues par Washington, après la guerre. Enfin, après le début de la guerre, pardon. La fin de la guerre froide et l'unipolarisme, je ne sais pas si on dit comme ça, mais des États-Unis a amené un certain nombre de changements dans la région. 91, à la fin de la guerre froide, prévaut un discours sur le nouvel ordre international et la place du droit international. Ça s'est traduit, ça, par la première guerre contre l'Irak, qui avait pourtant été soutenue par les mêmes États-Unis dans sa guerre contre l'Iran, hein, les 10 années précédentes. La guerre contre l'Irak à l'issue de l'invasion du Koweït en août 90. Donc, les États-Unis envisagent et réalisent une coalition qui mène la guerre dont on a parlé tout à l'heure contre l'Irak. Et parallèlement se joue ce que Mitterrand lui-même a appelé le linkage entre la situation au Koweït et la situation en Palestine. Et donc, c'est le début de négociations de paix, théoriquement, pour l'avenir de la Palestine. Je vous passe sur Oslo, hein, parce qu'on n'a évidemment pas le temps d'y revenir là, mais ce qui me semble important à souligner du point de vue de cette politique, c'est le fait que les États-Unis souhaitaient faire sauter les verrous politiques au développement d'un grand marché au Moyen-Orient, au moment où se mettaient en place les débuts de la mondialisation libérale. Et il s'agissait de créer un grand marché au Moyen-Orient où Israël aurait évidemment sa place et disposerait d'un marché beaucoup plus étendu qu'avec les partenaires qu'Israël avait à l'époque. Ce grand marché-là, et donc la normalisation des relations avec les pays arabes, nécessitait à l'époque de faire sauter le verrou de l'occupation de la Palestine. C'est ça l'enjeu pour les Américains des négociations à l'époque, et des petits pas de James Baker et compagnie. En 2003, il s'agit pour Bush de créer ce qu'il a appelé le nouveau Moyen-Orient, avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la démocratie par les chars. Bon, je ne reviens pas sur tout ça, mais aujourd'hui, ce qui se joue, euh, la polarisation nord-sud semble marquer et semble avoir des répercussions dans les politiques des États arabes et des États de la région. Même si cette polarisation s'estompe dans les sociétés, puisque d'une certaine façon, les sociétés du Nord et du Sud, enfin du Nord au sens général, hein, et notamment, alors moins en France, malheureusement, on est encore très loin de ce qui se passe dans un certain nombre d'autres pays, mais les mobilisations existent des sociétés de part et d'autre, notamment de la Méditerranée, pour le cessez-le-feu en Palestine, contre la politique coloniale, pour l'indépendance et la libération de la Palestine, et contre l'impunité aussi d'Israël. Et de ce point de vue, deux États font figure de fer de lance. Évidemment, l'Afrique du Sud, hein, qui a sollicité la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice. C'est d'ailleurs pas sans intérêt quand on sait la politique arc-en-ciel prônée par Mandela, hein, avec l'égalité de tous les citoyens et de toutes les citoyennes. Et ce n'est pas un hasard non plus, évidemment, si l'Afrique du Sud est attaquée comme elle l'est aujourd'hui par Trump, qui évoque, évidemment, poussé par Musk, qui a vécu en tant qu'Afrikaner et militant de l'apartheid en Afrique du Sud, et dont on sait les saluts nazis et antisémites aujourd'hui. En tout état de cause, ce n'est pas un hasard si Trump soutient l'idée selon laquelle l'Afrique du Sud mènerait un génocide contre les Blancs aujourd'hui. Et le deuxième pays, c'est le Qatar. Qui, notamment à travers Al Jazeera, joue un rôle d'abord d'information, extrêmement apprécié de l'ensemble des populations arabes, contrairement au reste des chaînes arabes, et qui joue un rôle de médiateur important, notamment dans les négociations entre Hamas et les Israéliens. Hamas directement, hein, on n'en est plus à OLP ou autre, hein, malgré sa relation privilégiée du Qatar avec les États-Unis. Notamment, le Qatar est l'un des États de la région qui abrite est l'État de la région qui abrite la plus grande base militaire américaine jusqu'à maintenant.
Voilà. Alors, j'ai essayé de donner quelques lignes de force. Pour conclure, je voudrais quand même dire un certain nombre de choses qui me semblent importantes. D'abord, un, ça a été dit, mais le monde est entré dans une nouvelle phase de crise tragique. Et effectivement, les effets de seuil sont parfois des vraies ruptures. Crise climatique, crise liée au développement d'un libéralisme débridé, montée en puissance des extrêmes droites et des discours et pratiques de haine violente dans le cadre d'une mondialisation qui s'appuie sur la mise en concurrence des peuples les uns contre les autres, nouveaux régimes autoritaires et prédateurs qui se mettent en place, dont les États-Unis de Trump, lequel imagine pouvoir jouer impunément au Monopoly, soit par les dollars, soit par les bombes avec les peuples et leurs territoires. Euh, et puis, les guerres à outrance, et singulièrement la guerre contre le peuple palestinien, guerre génocidaire, qui font voler en éclats les normes, pourtant encore insuffisantes, du droit international et notamment du droit humanitaire et du droit des peuples à l'autodétermination. Il y a 80 ans, j'insiste parce qu'on est en 2025, la victoire contre le nazisme permettait de construire les prémices de ce droit international, évidemment trop malmené ensuite, notamment par des politiques à géométrie variable, mais quand même, ce cadre commençait à être construit. Euh, Aujourd'hui, face à toutes ces crises, non seulement le Proche et le Moyen-Orient n'échappent pas à ce désastre, mais il en est l'un des creusets principaux. Euh, c'est alors, il me semble que tout cela pose un certain nombre de questions. D'abord, évidemment, la question des modalités de la résistance, palestinienne ou autre. Euh, la résistance, on peut le dire, elle a échoué. Qu'elle passe par le panarabisme, qu'elle passe par la lutte non violente, qui a été la principale cible, hein, je le répète, de la répression israélienne, qu'elle passe par la lutte armée, qui est évidemment légitime et légale quand il s'agit d'une lutte armée contre les colons ou contre l'armée, du point de vue du droit international, qu'elle passe par des crimes de guerre comme celui du 7 octobre contre des civils, autant que contre des militaires d'ailleurs, sur le territoire de l'occupant. La logique de négociation a elle aussi échoué du fait d'un tête-à-tête inégal, euh, sans référence au droit international, sans garant, sans calendrier, ce qui pose la question bien évidemment du soutien international au droit sur lequel se fondent les Palestiniens pour revendiquer la mise en place, enfin la fin de l'occupation. Euh, et ça pose la question pour les Palestiniens, la ligne c'est le droit international est la base, on en négocie les modalités d'application. Pour les dirigeants israéliens, la base, c'est on négocie hors du cadre des négociations, nous n'irons pas plus loin que telle ligne, vous acceptez ou c'est fini. Bon, on n'en est plus là du point de vue israélien, hein, on en est aujourd'hui à vraiment ce que je disais tout à l'heure, à la volonté d'effacement de toute présence palestinienne, en tous les cas maximale, en Palestine occupée, bombardée, affamée, annexée, dépossédée, ce que vous voulez. Et puis, donc, du coup, se pose la question de la lutte contre l'impunité, véritablement. L'impunité, après 2008-2009, les Nations Unies ont mis en place une commission d'enquête qui n'a jamais pu enquêter sur place du fait de l'interdiction et du refus israélien, mais qui était dirigée par un juge sud-africain qui s'appelait Richard Goldstone. Il a fait un document extraordinaire hein, sur la réalité de ce qui s'est joué pendant la guerre de 2008-2009 contre l'ensemble de la population de Gaza. À l'époque, Israël parlait d'entité avec un niveau minimal de nourriture pour survivre à peine. C'est ça. Hein. Ce qu'il a mis en évidence, Goldstone, ce qu'on sait tous, mais ce qu'il a pointé du doigt véritablement, c'est que l'impunité était la source de la pérennité de la guerre, du conflit et de l'impasse politique. Donc, il me semble que de ce point de vue-là, et en particulier pour cette raison, ce rapport est particulièrement pertinent et important pour nous. En tout état de cause, cette situation appelle de notre part une intervention, encore une fois, non pas à la place des peuples concernés, non pas pour définir à leur place les solutions politiques qu'ils imagineront une fois que le droit international sera appliqué, notamment la fin de l'occupation pour ce qui concerne la Palestine. Mais en soutien à leurs exigences de liberté, d'indépendance, d'égalité des droits et d'autodétermination qui sont au fondement d'une paix durable, une intervention solidaire par nos propres exigences ciblées vis-à-vis de nos propres gouvernements. C'est là qu'est l'enjeu pour nous. Et précisément pour mettre un terme à l'impunité et aux guerres, en mettant un terme aux complicités commerciales, aux complicités financières, aux complicités sécuritaires et donc aux relations diplomatiques, militaires, judiciaires avec des pouvoirs criminels
et génocidaire. C'est le sens, me semble-t-il, du mot solidarité. De ce point de vue, il me semble qu'il faut qu'on aille bien au-delà de ce qu'on revendique nous depuis maintenant 30 ans, à savoir la suspension de l'accord d'association. L'accord d'association entre l'Union européenne et Israël est issu du processus de Barcelone. Le processus de Barcelone, c'est un processus qui s'est mis en place après le début de la négociation d'Oslo. Oslo, c'était la reconnaissance réciproque entre Israël en tant qu'État d'un côté et l'OLP sans reconnaissance de l'État de Palestine de l'autre, et l'élaboration des modalités d'un processus de négociation devant mener à terme, 98, ça a été reporté à 99, à la reconnaissance de l'État palestinien. Lorsque Netanyahou, déjà au pouvoir en 96, décide en septembre de creuser un tunnel sous l'esplanade des mosquées, en France et en Belgique, les organisations de solidarité se rendent compte qu'un accord d'association économique avec Israël prévu dans le processus de Barcelone, c'est-à-dire dans le processus de, de mise en place d'un libre-échange dans le bassin méditerranéen entre l'Union européenne et les pays du Sud, bien que cet accord d'association avec Israël n'a pas été encore ratifié par les deux parlements, français et belge. On décide alors de mener une campagne pour la non-ratification tant que Netanyahou mènera la politique qui mène, c'est-à-dire retard sur les calendriers, renégociation des accords déjà signés, refus d'un État palestinien, développement à outrance de la colonisation et creusement d'un tunnel sous l'esplanade des mosquées, ce qui a valu de fortes mobilisations et manifestations à l'époque, et une répression ultra-meurtrière. On a réussi à tenir 3 ans au Parlement français et belge, qui étaient les deux seuls des 15 États membres qui n'avaient pas ratifié l'accord. Donc ça a valu non-ratification et non-application de l'accord, du fait que c'était Benjamin Netanyahou qui était déjà au pouvoir et qui menait cette politique. En mai 99, le 4 mai, devait avoir lieu la reconnaissance de l'État de Palestine conformément au calendrier prévu par les accords. Ce même 4 mai, l'Europe d'ailleurs avait dit à Berlin en février de la même année, nous sommes prêts à reconnaître en temps voulu l'État palestinien. Ce temps voulu n'a jamais existé. Le 4 mai, le même jour, ont été organisées pour ce 4 mai des élections législatives anticipées en Israël. Discours des États-Unis, de l'Europe, du Canada et d'autres. Please, le please, c'est moi qui l'ajoute, il n'y était pas. Ne déclarez pas l'indépendance de l'État, ne déclarez pas l'État de Palestine indépendant. L'indépendance avait déjà été déclarée en 88 à Alger, mais ne déclarez pas l'État de Palestine indépendant, car ces élections législatives peuvent amener un nouveau dirigeant en Israël et il ne faudrait surtout pas pénaliser cette alternative. Et donc, il n'y a pas eu de déclaration de cet État. Et le 4 mai, c'est Ehud Barak le Parti travailliste qui gagne les élections. Netanyahou dégage. Mais Ehud Barak, qui était le dirigeant du Parti travailliste, était comme par hasard celui qui, au sein du Parti travailliste, s'était prononcé et avait voté contre les accords d'Oslo. Et en tout état de cause, les parlements français et belges, à l'issue de cette élection, ont décidé la ratification de l'accord d'association. Ça s'est joué en octobre, grâce à la Ligue des droits de l'homme, accompagnée d'un certain nombre de recommandations précises sur les conditions d'application de l'accord en question, non seulement le fameux article 2 qui prévoit le respect par les parties contractantes des droits humains, etc., mais au-delà de ça, un certain nombre concernant le périmètre d'application qui ne devait pas concerner les colonies, etc. Il se trouve que cet accord est un accord qui vise essentiellement les droits de douane sur les produits dans les échanges commerciaux. Suspendre les tarifs privilégiés, ce n'est pas mettre un terme réellement à des relations avec cet État criminel. Ce n'est pas une sanction telle qu'on l'a pu se développer, par exemple, vis-à-vis de la Russie dans sa guerre menée contre l'Ukraine. On en est au 17e paquet de sanctions contre la Russie. On en est évidemment très loin quand un certain nombre de pays européens proposent la suspension de l'accord d'association, qui n'ont toujours pas acquise d'ailleurs, entre parenthèses. Il est possible aujourd'hui, et je pense que c'est aussi le rôle des élus que de faire ça, il est possible aujourd'hui de revendiquer bien au-delà de ça. La suspension des accords militaires, la suspension des accords sécuritaires, la suspension des accords commerciaux avec Israël, tant qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu, tant qu'il n'y aura pas une aide humanitaire massive entrant en Palestine occupée, tant que l'occupation n'arrivera pas à son terme, tant qu'on n'y mettra pas fin. En tous les cas,
c'est ce qu'appelle, me semble-t-il, ce qui se joue aujourd'hui en Palestine et qui nous concerne tous. Il me semble il en va non seulement du béaba de l'éthique face à l'horreur qui est en train de se produire, il en va de la revalorisation du droit au détriment de la loi du plus fort, et ça ne concerne pas que la Palestine, c'est évidemment l'agenda international qui est concerné par ce seuil qui a été franchi et cette nouvelle crise. Il en va de l'avenir de nos propres sociétés, la direction éthique et politique qu'on y imprimera, mais également de la possibilité de substituer à la volonté des puissances d'entretenir la confrontation des civilisations, la confrontation entre les cultures, euh, la confrontation au nom d'appartenance religieuse, comme on le voit se développer aujourd'hui en France, d'y substituer d'autres combats pour la justice et pour l'égalité des droits. Voilà. Merci, merci Isabelle. Et tu disais qu'on allait savoir beaucoup de choses. Non, tu nous as donné un panorama plus complet que ce qu'on connaissait. Merci beaucoup. Et merci, il y a quelqu'un. Non, reste là, parce que tu vas répondre encore à quelques questions. Normalement, on va te torturer là-dessus. Il y a dans la famille Davis, ah non, c'est Annick Davis, qui dit merci à Isabelle de nous dire ce qui existe comme force palestinienne hors Hamas et qui parle à qui. Donc, tu as une première question ainsi sur le chat de notre visio. Et j'invite celles et ceux qui veulent poser une question, donner un avis, d'utiliser le chat. Et si quelqu'un dans la salle veut parler, il pourra parler. On, on en prend plusieurs. Alors, il y a une question dans la salle. Merci pour cet exposé. Donc Benoît Test de la FSU. Il y aurait plein de questions parce que vraiment c'était très riche. Juste une, tu l'as abordée à deux ou trois reprises, la question des deux États. Nous, à la FSU, les mandats ont varié d'un temps à un autre. On est plutôt sur la solution à deux États. Mais effectivement, moi, je suis sensible aux arguments que tu as développés. Ma question, du coup, ce serait plus, est-ce que tu penses que c'est important d'en faire un sujet majeur? Parce que moi, j'ai le sentiment que de la part de syndicats qui n'ont pas la prétention, effectivement, d'être spécialistes de la manière dont il faudrait régler le conflit, le fait de mettre en avant les deux États, en vrai, c'est une manière de nous prémunir. Alors, c'est peut-être un peu paresseux, en quelque sorte, mais c'est une manière de nous prémunir de l'accusation de ne pas vouloir reconnaître la légitimité d'un État qui s'appelle Israël. Et voilà, tu vois très bien ce qu'il peut y avoir derrière, tout en revendiquant clairement et en mettant en avant la reconnaissance d'un État palestinien. Encore une fois, c'est peut-être un truc un peu paresseux ou qui évacue la question de manière un peu facile, rapide. Et effectivement, moi, je n'ai pas l'impression que s'il y avait un, deux États, ou, enfin, en tout cas, si dans cette région on arrivait à se mettre d'accord pour avoir une paix juste et durable, très franchement, les mandats qu'on peut prendre ici, je pense que ce serait, bah voilà, ce serait complètement anecdotique. Merci. Isabelle, ah non, il y a une autre Isabelle qui veut parler. Henriette Zouguebi disait tout à l'heure qu'elle considère que le combat pour la Palestine devient identitaire d'une génération et je partage son point de vue. J'ai un t-shirt, comme sûrement d'autres ici, qui s'appelle Free Palestine. Quand vous promenez avec un t-shirt Free Palestine, vous êtes arrêté dans la rue, pas pour vous faire engueuler, mais par des gens qui vous disent merci, et notamment chez les jeunes. Et en même temps, je trouve que c'est frappant de voir la difficulté de mobilisation, la difficulté à mobiliser euh, en France, mais y compris dans le monde, parce qu'on voit bien dans plein de pays, il y a des poches de mobilisation, mais on n'est pas du tout dans ce qu'on a pu connaître sur le Vietnam ou sur Mandela. Comment expliquer cette difficulté et comment la dépasser? On en prend une autre question, puis après on arrêtera, comme ça tu pourras. C'est Christelle Pfister sur le chat qui dit, en Israël, existe-t-il des personnes qui se questionnent ou qui questionnent la société sur le sens de faire vivre une société entière dans une dynamique de la haine des Palestiniens, et ce jusqu'à leur disparition? Point d'interrogation. Tu- Ah, pardon, il y en a. Bon, la dernière pour de vrai ce coup-ci. Et tu auras 2 minutes pour répondre. D'autant que j'ai déjà causé ce matin. Euh, moi, j'ai comment dire, on a des phénomènes de division idéologique qui partagent le monde entier et qui partagent aussi la France. Et j'entends effectivement qu'on souhaiterait aujourd'hui qu'il y ait une mobilisation aussi forte, de solidarité avec la Palestine qu'on en a eu à la guerre du Vietnam ou d'autres grands conflits. On parlait de l'Afrique du Sud, etc. Mais j'oublie pas, par exemple, que la France
dans les guerres coloniales portent une responsabilité majeure, et d'abord dans la guerre d'Algérie. Moi, mon père et mon oncle ont été extrêmement engagés en tant que troufions dans, dans ce conflit-là. Et j'ai cultivé depuis lors, bien que, ayant ma famille paternelle qui vient de la culture juive, un sentiment anticolonial foncier qui est presque nourri par cette culture elle-même. Voilà. Et je pense que, voilà, je vous le dis comme ça parce que, voilà, c'était, il me semble, pendant la période du massacre de Sabra et Shatila, j'ai essayé de faire valoir un concept dans la conférence fédérale du parti à Paris, à l'époque, qui mettait en cause, je dirais, le concept qu'on utilise de façon séculaire, j'ai envie de dire, au Parti communiste et qui est repris par d'autres que nous, c'est le concept de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Je pense qu'il y a eu un retournement, une sorte de retour du refoulé, qui a fait qu'aujourd'hui, par exemple, on a énormément de mal à reconnaître le fait qu'il y a une barbarie anti-arabe et anti-islam. Le type qui a assassiné un gars au sein d'une mosquée, on le prend pour un faux furieux, mais pas comme un type qui est guidé par une idéologie anti-islamiste qui sévit chez nous, qui pour moi n'est rien d'autre que la perpétuation d'une conception colonialiste de la vie qui a opprimé des peuples hors de chez nous et qui continue de les opprimer chez nous en les traitant comme les premiers de corvée sur tous les plans. Donc je pense que ce combat anticolonial en interne, il doit continuer. Et c'est pour ça que j'ai souhaité, et je vous demande de bien vouloir y réfléchir, qu'on remplace ce terme par le terme de xénophobie sélective. Parce que c'est, à mon avis, ça qui est au centre même de nos diviseurs nationaux. Même le Rassemblement national aujourd'hui, il se refait une virginité, euh, euh, il se refait une virginité en voyageant en Israël où j'ai écouté Bardella il y a quelques jours, il n'en a que contre les musulmans, dit-il, mais en réalité tous les peuples issus d'Afrique et d'Afrique du Nord. Merci. À toi, Isabelle. Ton micro. Non, mais vas-y. Alors, d'abord, sur les forces palestiniennes. Euh, on a tendance à laisser supposer ou à croire qu'il y aurait deux forces principales en Palestine. Le Fatah, qui est à la tête de l'autorité nationale palestinienne et dont le président est l'un des Mahmoud Abbas c'est Kakoshim, on va dire, est l'un des fondateurs de l'OLP et dirige donc et a été élu en tant que président en 2005, et le Hamas qui a été élu en 2006 aux élections législatives, lui pour le coup, d'ailleurs sur une rhétorique très anti-américaine et qui n'a pas eu, de la part du gouvernement et de l'exécutif palestinien, les responsabilités telles que les élections auraient dû les lui conférer. D'ailleurs, petite parenthèse, les Européens ont fait partie des missions d'observation des élections législatives de 2006, auxquelles participait le Hamas, et c'est après le résultat des élections qu'ils ont décrété devoir fermer les robinets d'aide à la Palestine directe et mettre en place un mécanisme tout à fait, une usine à gaz dans les mécanismes financiers pour éliminer une aide qui passerait à Gaza via le Hamas. D'où d'ailleurs ce qui s'est joué en 2007 et l'élimination meurtrière. Hein. Ça a été terrible. Et on a vu d'ailleurs des scènes qui reprenaient des scènes qu'on avait vues de la part des Israéliens comme une espèce de reproduction, hein, à Gaza, de Hamas qui a évacué le Fatah de Gaza à ce moment-là. Il y a une volonté israélienne de division palestinienne depuis toujours, hein, de division géographique. La Cisjordanie est complète, et Jérusalem encore plus évidemment, parce qu'il n'y a plus aucune organisation palestinienne autorisée à Jérusalem, mais même les associations caritatives ont du mal à y travailler. Euh, mais de division géographique entre la Cisjordanie et Gaza, et de division politique des Palestiniens. Les Palestiniens, eux, revendiquant au contraire à la fois des élections et l'unité. Une unité d'ailleurs qui a été prônée par le mouvement des prisonniers palestiniens, en particulier sous l'égide de Marwan Barghouti, qui prône des négociations, mais dans un cadre précis, qui prenait avant ce qui se passe à Gaza, et qui prône également l'unité nationale palestinienne, ce qu'ont demandé aussi l'ensemble des manifestations palestiniennes de ces dernières années.
Il y a évidemment d'autres forces palestiniennes qui sont à la fois les forces traditionnelles, si j'ose dire, de l'OLP, le FDLP, le FPLP, etc., etc., le Parti du peuple palestinien, qui a succédé au Parti communiste palestinien, lui-même ayant succédé au Parti communiste jordanien, puisque c'était en fait la branche palestinienne du Parti communiste jordanien jusqu'à 1982. Donc, mais bon, au-delà, il existe d'une part un mouvement très organisé d'ONG palestiniennes, d'associations et d'organisations de la société civile, qui sont organisées essentiellement à partir de 1979. Pourquoi 79? Parce que c'était la génération qui avait été formée après l'occupation de 67, hein, euh, et qui ont, d'une certaine façon, pallié l'absence d'État en Palestine. Parce qu'on a une autorité palestinienne, d'ailleurs, qui, après 1994, s'est mise en place avec des négociations avant la constitution et la reconnaissance de l'État. C'est complètement inédit d'un point de vue historique, hein, et avant la fin de l'occupation. Mais en tous les cas, ces ONG ont mis en place à la fois des organisations de la société civile de lutte contre l'occupation et de résistance, et palliant l'absence d'État et l'absence de services publics. C'est vrai de la santé, par exemple, avec le PMRS, Secours médical palestinien. C'est vrai d'organisations agricoles. C'est vrai d'organisations de femmes, etc., etc., qui se sont organisées après 93, donc après le démarrage d'Oslo, et notamment pour des raisons d'efficacité financière, en plateforme des ONG. Et c'est cette plateforme des ONG qui apprenait, à partir de 2005, le mouvement BDS, dont vous avez sans doute entendu parler, boycott des investissements sanctions, boycott des produits israéliens, des investissements de toutes les entreprises qui travaillent et qui font du profit dans les colonies israéliennes, et sanctions contre la politique israélienne et ses dirigeants. Donc voilà, aujourd'hui on est à une sanction contre 4, je crois, colons extrémistes, hein, de la part de la France. C'est un début, vous direz. Voilà, donc il y a ce paysage politique. Et dans la dernière période, et en particulier au mois de février, a été organisée à Doha, donc au Qatar, une rencontre des différents courants politiques palestiniens. Donc vous aviez l'ensemble de ceux que j'ai cités, vous aviez l'initiative, comment ça s'appelle? Le nom m'échappe soudain, c'est pas très grave, qui a été créée par le docteur Mustapha Barghouti, qui était aussi l'un des fondateurs du secours médical palestinien. Ils se sont retrouvés à Doha. Alors ceux de Gaza en étaient empêchés, évidemment, vous rendez bien compte, mais il y avait l'intégralité des forces politiques palestiniennes, à l'exception de certains dirigeants de Fatah, qui ont été empêchés de s'y rendre par l'autorité de Mahmoud Abbas. Pourquoi? Parce qu'il veut maîtriser l'ensemble des processus et il ne souhaite pas que ça lui échappe. Il a d'ailleurs nommé un vice-président d'une certaine façon, qu'il a nommé. C'est-à-dire il n'y a eu aucune élection. Donc, mais ces forces se sont réunies à Doha et sont en train de réfléchir évidemment à la fois à des stratégies de résistance alternatives à ce qui s'est joué jusqu'à présent, ce qui est évidemment extrêmement compliqué, à la façon de reconstituer une unité palestinienne dans la diversité, ce qui a été l'OLP à l'origine, hein. C'était l'unité de l'ensemble des forces palestiniennes dans la reconnaissance de leur diversité, diversité politique, mais aussi diversité de types d'organisations, organisations syndicales, organisations associatives, organisations politiques. Ils souhaitent reconstituer une OLP intégrant tout le monde sur des bases discutées en commun. Alors on en est là aujourd'hui, ça va pas beaucoup plus loin, mais c'est quand même un événement qui me semble extrêmement important, dont je n'ai pas vu beaucoup d'écho dans la presse en France, mais qui me semble un événement assez important, dont on verra ensuite les suites, quoi. La deuxième chose, c'est quoi déjà? Les deux États. Ah oui, les deux États. C'est ça, je vois marqué deux États en plus sous mes yeux. Alors, les deux États, ça a été longtemps une revendication de l'OLP. Alors, longtemps. Je disais tout à l'heure que la revendication fondatrice, d'une certaine façon, de l'OLP, c'était le retour des réfugiés dans leur patrie, qui avait été entravé, empêché, interdit, en dépit du droit international qui a préludé à la reconnaissance d'Israël aux Nations Unies, hein, qui reconnaît le droit des réfugiés au retour dans leur foyer et à un dédommagement pour les pertes qu'ils ont subies. Donc la première bataille de l'OLP, ça a été le retour des réfugiés. Ensuite, à partir de... Et l'OLP, au début, était évidemment... Enfin, au début, elle s'est créée en 64 et elle s'est autonomisée en 67, après la défaite des armées arabes régulières dans la guerre des 6 jours. Mais ça, elle a accepté, à partir de 73, le principe, majoritairement, hein,
Ça a été la majorité de l'OLP au Conseil national, le 11e Conseil national palestinien en 1973, qui a décidé de la constitution d'un État palestinien sur tout ou partie du territoire libéré. Tout ou partie du territoire libéré. Donc ça supposait que ça pouvait être l'intégralité de la Palestine ou les territoires alors occupés, ou etc. Et ensuite, je passe les étapes, mais après le départ de Beyrouth, la première intifada a recentré le débat stratégique sur le territoire occupé lui-même. La première intifada qui avait d'ailleurs été permise par la constitution des associations dont je parlais tout à l'heure, quoi, notamment. Et là est venue en force la question de la coexistence de deux États. Deux peuples, deux États, c'était le mot d'ordre d'une certaine façon de la première intifada. Ça a été le mot d'ordre des négociations de paix également, hein, des négociations d'Oslo. Alors, aujourd'hui, est-ce que c'est ça qui est important? Évidemment, la reconnaissance de l'État de Palestine, c'est évidemment un pas extrêmement important, même s'il est beaucoup trop tardif, du fait de l'avancée de la colonisation qui a visé à rendre caduque, pour reprendre le mot d'Arafat sur tout à fait autre chose en 89, mais qui a visé à rendre caduque, lui parlait de la charte de l'OLP, l'existence d'un État de Palestine. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est des petits trucs gruyères, des micro-enclaves, entourés de murs et entourés de colonies à l'intérieur de l'État palestinien. Les colonies s'étendant principalement dans 60% du territoire de la Cisjordanie, ce qui est les territoires palestiniens aujourd'hui, Jérusalem, Gaza et la Cisjordanie, c'est 22% en superficie de la Palestine historique. Il ne reste plus aujourd'hui qu'un petit morceau de ça dans des gruyères, dans des trous de gruyère en Cisjordanie. Donc, la reconnaissance de l'État, de ce point de vue, elle est extrêmement tardive. Elle était demandée avant que la colonisation prenne une telle dimension, une telle proportion. Quand les faits accomplis et impunis de l'État d'Israël dans le processus de colonisation rend aujourd'hui un peu plus compliqué et moins important d'une certaine façon la reconnaissance de cet État, même si la reconnaissance peut être un pas extrêmement important qu'il faut soutenir, bien sûr. D'autant que ça a des incidences dans les institutions internationales. On l'a vu avec la reconnaissance de l'État seulement observateur au sein des Nations Unies. On l'a vu de la reconnaissance pleine et entière par l'UNESCO, et donc la volonté de l'UNESCO d'intervenir dans la sauvegarde des sites palestiniens aujourd'hui détruits par Israël. Et on le voit aussi dans d'autres institutions ou agences des Nations Unies, notamment pour ce qui concerne la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice, dont les statuts n'ont pas été ratifiés par Israël, mais ont été ratifiés par l'OLP, qui a été admise à ce titre comme partie prenante de ces cours, et pouvant déposer plainte, etc., etc. Je me permets une parenthèse, ça n'a rien à voir avec cette question, mais concernant les agences de l'ONU, dans la volonté d'effacement israélienne des Palestiniens, il y a aussi la charge contre l'UNRWA, hein, l'Office des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens au Proche-Orient. Et pourquoi c'est important l'UNRWA? L'UNRWA valide la pérennité du statut de réfugié. L'UNRWA témoigne de la réalité de l'occupation et de ce qui se passe concrètement sur le terrain. Et l'UNRWA est une aide indispensable à la survie des populations aujourd'hui. Donc voilà. Donc la volonté d'éradiquer l'UNRWA, qui est une vieille revendication israélienne, c'est aussi ça. Hein. Donc voilà. Donc la reconnaissance de l'État s'inscrit dans ce processus. Pour autant, l'essentiel pour les Palestiniens aujourd'hui, c'est de mettre un terme à l'occupation. Le droit international ne dit pas forcément deux États. Le droit international dit explicitement fin de l'occupation. Après, ce sera à eux de décider, quoi. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas soutenir cette perspective, bien sûr. Hein. Mais ce que je voulais souligner, c'est que ce n'est pas à nous de l'extérieur à décider à la place des Palestiniens de ce que doit être leur avenir politique une fois que le droit aura été appliqué, quoi. Voilà. Alors ensuite, l'autre question, c'était... Pourquoi j'ai mis un sujet? La légitimité. Non, mais il y avait aussi l'autre chose sur l'identité d'une génération, les difficultés à mobiliser, la haine, etc. Et je voudrais juste dire deux choses importantes. Ah oui, qui me semblent importantes là-dessus. Un, sur la légitimité d'Israël. Je crois qu'il faut faire la distinction entre la légalité de l'existence d'Israël et la légitimité de son existence. C'est évidemment pas la même chose. C'est le seul État au monde qui revendique non pas la reconnaissance de son existence, mais qui revendique des occupés, de la population occupée, la reconnaissance de son droit à l'existence et de sa légitimité. C'est-à-dire la remise en cause de l'analyse historique
des conditions de la création de cet État, et notamment de la création de cet État par la Nakba, c'est-à-dire par l'expulsion et la dépossession des Palestiniens. C'est le seul État au monde qui revendique la reconnaissance, non pas de son existence, mais de la légitimité de son existence. Ce qui est évidemment complètement différent, et je crois qu'il faut qu'on soit très clair et très explicite là-dessus. Ensuite, en Israël même, oui, bien sûr qu'il y a des forces qui réfléchissent à ce que signifie moralement, politiquement et même stratégiquement pour l'avenir du pays dans la région, ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Alors on a quelques amis, camarades, vieux camarades, notamment parmi ceux qui ont été parmi les premiers à refuser de servir dans l'armée en Palestine occupée, qui posent ces questions-là. Ils sont soumis à une répression très intense. Alors, soit ils sont palestiniens, c'est quand même 17% de la population, un peu plus maintenant, de la population israélienne sont les Palestiniens que les forces armées, à l'époque, n'ont pas réussi à expulser de chez eux, en particulier dans la région de Nazareth et en Galilée. Indépendamment d'eux, qui subissent une répression réelle, importante. L'un de leurs députés, d'ailleurs, s'est fait virer manu militari de la Knesset quand il mettait en lumière ce qui est en train de se passer à Gaza. Il est élu, hein. Il est élu. Sur la liste Hadash, communiste judéo-arabe, Manodé. Donc, et il y a des Israéliens, alors non pas palestiniens, mais juifs israéliens, qui évidemment posent cette question et posent la question prioritaire de l'égalité des droits et de la citoyenneté. De ce point de vue, la loi de 2018 qui donne des droits suprémacistes de facto aux Israéliens juifs par rapport aux Israéliens non juifs est une loi qui n'a pas été dénoncée du tout par les États européens, qui remplace la loi constitutionnelle, enfin la loi fondamentale, pardon, israélienne, puisqu'il n'y a pas de constitution ni de frontières établies officiellement en Israël. Et cette loi de suprématie, de colonisation, explicite, hein, qui parle aussi de la langue, etc., 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 est une loi qui inscrit dans les textes la réalité de facto de l'apartheid. C'est-à-dire qu'il y a un apartheid en Israël même, au-delà de ce qui se passe en Palestine occupée, qui a été inscrit dans la loi en 2018. Donc évidemment qu'il y a une mobilisation d'un certain nombre de militants de l'égalité des droits en Israël sur ça. Mais cela dit, ce qui mobilise le plus, c'est évidemment la démocratie israélienne au sein des communautés juives dans leur diversité en Israël, notamment autour de la Cour suprême et